L'après-midi, Cheftain Hardy donna un grand coup de sifflet pour réunir ses guides. Nous allons voir la côte. Niquette et son équipe finissaient de laver la vaisselle et de récurer les gamelles. Dépêchez-vous, les tourterelles. Les abeilles et les mouettes étaient déjà prêtes, leurs petits bérets bleus bien campés sur leur tête. Eh bien, Niquette, quel est cet accroc? Elle regarda sa jupe d'un air dédaigneux. Ces étoffes actuelles ne sont pas solides. Il m'a suffi de grimper à un arbre pour que ma robe se déchire. Vous ferez mieux une autre fois de ne pas grimper aux arbres. Je ne suis pas contente de vous, Monique. Dans la vie civile, Niquette se nommait Monique Belle. Vous n'êtes pas ce que vous devriez être avec Marie-France Hilbert. Que voulez-vous, Cheftain? Il faut bien qu'on se débrouille. Si on l'abandonnait sur une île déserte, elle mourrait au bout de 24 heures. N'essayez pas de plaisanter, vous devriez avoir pitié de Francette. Et vous la secouez tout le temps. Niquette baissa le nez, vexée. Elle n'aimait pas les reproches, et elle pensa. Puisqu'on me gronde, je ne dirai rien, et les Cheftains ne sauront pas ce que j'ai vu cette nuit. Et s'il y a un grand mystère, je le découvrirai toute seule. Au moment où les guides franchissaient la grille de la maison des hiboux, elle fut rejointe par mademoiselle Aurélie qui paraissait très émue. Mes chers enfants, il faut que je vous avertisse que notre côte est très dangereuse. Il n'y vient pas d'étrangers, comprenez-vous. La première station balnéaire est à 7 kilomètres d'ici. Alors vous ignorez sans doute qu'il y a des sables mouvants en plusieurs endroits, et qu'aucun piquet n'indique leur présence. Faites donc attention. D'ailleurs, vous pouvez toujours vous promener dans la campagne qui est très jolie. Nous vous remercions beaucoup, mademoiselle, firent les deux Cheftaines avec une grimace, car elles ne s'attendaient pas à de tels ennuis. La vieille demoiselle disparut avec sa jupe à carreaux, son châle de laine noire et son petit chignon dansant sur le sommet du crâne. Pour nous qui sommes nombreuses, les sables mouvants ne sont pas dangereux, s'écria Marie-Madeleine. Et puis vraiment, ce ne serait pas la peine d'être au bord de la mer pour aller se promener dans la campagne. Cet après-midi-là, la 11e Versailles demeura sur les falaises, regardant avec mélancolie les plages qui découpaient entre les rochers leur demi-cercle jaune. Le pays était si sauvage et si désert qu'il s'en dégageait une immense impression de solitude, et la mer était vide aussi jusqu'à l'horizon, mais si bleue qu'elle paraissait plus accueillante que la terre. Pour consoler leur guide, les Cheftaines organisèrent une grande partie de kangourous. Toutes les fillettes se mirent en cercle, et les chevilles liées avec leurs foulards. Claire, la plus grande et la plus robuste, se mit au centre du rond que ses compagnes traversaient en essayant de ne pas se faire prendre. Il y eut bientôt 3 kangourous au milieu du cercle, et le jeu devint de plus en plus agité. Niquette fut prise la dernière, elle était rouge comme un coq, mais elle s'était défendue avec acharnement. Derrière elle, elle entendit la petite voix de Francette qui soupirait. « Ah, je voudrais bien être comme Monique. » Et, pour la première fois, elle comprit que la petite orpheline était vraiment faible et délicate, et que bien souvent, sans doute, elle ne pouvait pas faire ce que faisaient ses compagnes. Un vague remords commençait à poindre dans l'âme de Niquette. Les guides revinrent de bonne heure à la maison des hiboux. Elles étaient à une centaine de mètres de l'habitation, lorsque, derrière elles, s'égrena longuement le cri d'un hibou ou d'un chat huant. « Qu'est-ce que cela » fit Cheftain Hardy en tressaillant. « C'est un hibou, » répondit Niquette. « Il y en a beaucoup dans le parc. Le jardinier, quand j'allais chercher de l'eau ce matin, m'en a montré un gros qui dormait sur une branche. C'est même comme cela que j'ai déchiré ma robe. Je voulais l'attraper. Quelle idée! Mais ordinairement, les oiseaux de nuit dorment durant le jour. » En rentrant, Cheftain Verdier voulut voir madame du Châtelet. Mais, dès le seuil de la maison, elle se heurta à mademoiselle Aurélie qui portait un grand pot de tisane. « Je regrette beaucoup, et ma cousine sera bien ennuyée de n'avoir pu vous recevoir. Mais elle est très souffrante. Le docteur craint la scarlatine. On parle même d'une épidémie. » C'est complet, songea Marie-Rose Verdier. Des sables mouvants et une épidémie de scarlatine. Et madame du Châtelet nous avait parlé de ce pays d'une façon enthousiaste. Elle redescendit dans la cour, et elle eut alors le temps d'apercevoir une lourde charrette qui emmenait plusieurs caisses. Tiens, ils aiment beaucoup les caisses, ces gens-là. Mais où va cette charrette? Elle regagna le camp et raconta à son ami le résultat de sa démarche. Je ne sais pourquoi, mais je trouve cette personne bizarre. Allons, Marie-Madeleine, usez un peu de votre excitation en montant à ce sapin, et dites-nous si vous ne voyez pas une charrette sur la route de la Vallée-sur-Mer. En quelques secondes, Marie-Madeleine, qui grimpait comme un singe, atteignit une des branches les plus élevées. Mais oui, c'est une charrette qui sort d'un champ et qui est pleine de foin. Ce n'est pas la même alors. Et le conducteur, qu'a-t-il sur la tête? Quelque chose de rouge. C'est bien cela pourtant.